Archives orales de Bigorre, une émission de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre, animée par les historiens Jean Courtadet et Jean-François Soulet. Une plongée dans l'histoire récente de la Bigorre au travers de témoignages enregistrés il y a plus de 30 ans. Nous sommes en novembre 1983, Jean Courtadet et moi-même, Jean-François Soulet, nous rencontrons ce 12 novembre 1983 José Marthe, un homme politique qui amorce sa carrière. Il a 39 ans à peine à l'époque. Il est conseiller général depuis 1976. Il vit à Lourdes et a bien l'intention de prendre la mairie, d'imposer ses idées dans cette région lourdaise où il se trouve face à François Abadie. Et dans l'entretien précédent, José Marthe a creusé l'idée de spécificité lourdaise. Après l'avoir un peu écarté, il a convenu que c'était bien un élément qu'il fallait prendre en compte. Donc nous retrouvons pour un dernier entretien José Marthe. Alors, si on vous demandait, par exemple, d'expliquer un petit peu ce que je vais appeler d'un mot qui ne vous plaira pas, car c'est un adjectif que l'on attribue en général au général de Gaulle, mais à propos d'Abadie, appelons ça un certain charisme d'Abadie sur Lourdes, qui fait que lors de certaines élections, des électeurs qui devraient, de par leur choix, leur orientation politique, voter pour un autre candidat, votent pour Abadie. Alors, comment définiriez-vous ce charisme d'Abadie, si je puis dire? Il n'y a pas de charisme d'Abadie. Le charisme d'Abadie, ça n'existe pas, c'est un trop grand mot pour le personnage. Je dirais simplement que être MRG en Haute-Pyrénées n'est pas, à mes yeux, une prouesse, une performance. Abadie est à l'image du terreau de cette terre de Bigorre. Il est radical parce que c'est le radicalisme qui pousse le mieux en Haute-Pyrénées. Être radical, il reste 3 départements radicaux en France, il y a le Lot, la Corse et les Hautes-Pyrénées. Nous sommes un peu la Corse métropolitaine, si vous voulez, les Hautes-Pyrénées. Alors être radical, d'abord c'est une première constatation. Quant à la couleur ambiante, être radical dans les Hautes-Pyrénées n'est pas une performance politique. Il est normal que l'on soit radical en Haute-Pyrénées. C'est être RPR, élu RPR, qui n'est pas normal, si vous voulez, en Haute-Pyrénées. Abadie aurait fait une percée, aurait été élu dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin, aurait été élu dans certains bastions de Bretagne que je connais bien, aurait été élu à Paris, aurait été élu dans certaines autres régions qui ont des passés, des pesanteurs historiques différentes de celles des Hautes-Pyrénées. Il aurait prouvé quelque chose. Mais être MRG dans une terre d'élection du MRG, l'une des dernières terres d'élection qui demeure dans ce pays, n'est pas pour moi une performance. Alors je ne vois rien d'anormal, rien d'extraordinaire, rien de charismatique dans cette affaire-là, et en plus, il y a quand même des explications. Il y a des explications qui tiennent au monopole de la presse écrite dans ce département. J'en sais quelque chose, pour en subir et en souffrir depuis de nombreuses années. Nous savons donc, et actuellement la situation est très simple, puisqu'en plus la Nouvelle République a été rachetée par la Dépêche du Midi. C'est M. Baillet, président du mouvement des radicaux de gauche au plan national, qui est le patron des 2 seuls quotidiens qui existent dans ce département. Alors lorsque vous êtes dans un département où le terreau fait sortir de terre du MRG à n'en plus finir, et où en plus le seul oxygène au travers des médias, de la presse écrite, est un oxygène MRG également, que voulez-vous qui résulte au niveau des élus. Donc je dis, c'est tout à fait normal, c'est le contraire qui est une situation anormale. Pas de miracle à Lourdes sur ce point-là. Pas de miracle à Lourdes sur ce point-là. C'est vrai pour le département, mais en fait il n'y avait jamais eu de radicaux à Lourdes. Être radical et franc-maçon maire de Lourdes, c'est quand même
Écoutez, la notion de franc-maçon ne signifie plus grand-chose non plus sur ce plan. Même au niveau, bon, il y a quelques décennies, c'était longtemps, ça a été longtemps une guerre entre les milieux cléricaux et la maçonnerie, puisque vous savez que les francs-maçons étaient menacés d'excommunication, etc. Bon, tous ces temps-là sont mis révolus. C'est loin derrière nous. Là aussi, il y a une atténuation des aspérités et là aussi une normalisation entre les rapports entre les uns et les autres. Et bon, je ne vois plus d'anomalie particulière. Ceci nous sommes en 83 et la notion, le fait d'être ou de ne pas être franc-maçon n'est pas ni un avantage ni une qualité. Alors c'est un élément neutre. Je crois que ça ne peut jouer ni pour ni contre. Par contre, quel est l'autre, en dehors du fait de la maçonnerie, quel est l'autre argument? Les radicaux à Lourdes, il y en avait. Oui, alors les radicaux à Lourdes. Non, je dirais que il y a quand même eu des radicaux à Lourdes. Le premier maire qui a été élu à la Libération, qui était Dupierris, était radical socialiste. Dans un contexte un peu particulier. Oui, mais bon, le premier maire qu'a connu Lourdes à la Libération était un maire radical socialiste. Dupierris était un maire radical socialiste. Il y a quand même toujours eu un fond radical socialiste dans ce département et dans cette ville. Mais mon père et mon grand-père, qui s'apparentent à la période des grands radicaux d'avant la Seconde Guerre mondiale, et mon père et mon grand-père, pour avoir un exemple familial, étaient radicaux socialistes. Mais le radicalisme avant-guerre, c'était la droite, si vous voulez. Bon, avant-guerre, c'était en quelque sorte, c'était la droite, quoi, en quelque sorte. Oui. Non. Je voulais parler du département, mais enfin Oh non, c'était également du département. Bon, justement, j'aurais voulu là que M. Marthe nous parle un petit peu des méthodes, de ses méthodes en tant qu'homme politique, puisqu'il s'agit d'une reconquête ou d'une conquête sur certains points, notamment au niveau de la mairie, au niveau de la députation. Parce que moi je suis frappé, sans regarder de très près, ou suivre pas à pas, mais enfin, en regardant même sur la Nouvelle République de temps en temps, vous êtes cité, hein, on laisse passer parfois des choses, vous savez, ça, les rédacteurs ne sont pas toujours vigilants, et alors ça arrive, et on s'aperçoit de temps en temps que vous êtes un petit peu sur enfin, vous avez un petit peu les méthodes de François Abadie. Vous allez me dire que c'est pas les méthodes de François Abadie, que c'est les méthodes d'un bon conseiller général, c'est possible, mais il semble que vous ne négligez rien, c'est-à-dire que vous assistiez à toutes les manifestations. Donc, je voudrais que vous m'éclairiez un petit peu là sur l'attitude d'un conseiller général de ce point de vue-là. Et deuxièmement, vous avez parlé tout à l'heure de la presse, des médias. Alors, vous constatez évidemment que actuellement les médias sont confisqués par la MRG dans les Hautes-Pyrénées. Mais alors, expliquez-moi pourquoi la droite, même si le terme vous fait mal, a laissé partir comme ça les Clairs-Pyrénées, Sud-Ouest, n'a rien tenté de solide pour avoir un média, même une radio locale par exemple, pour avoir donc une voix qui soit entendue. Alors si vous voulez, ma question est double mais porte sur le même point, c'est-à-dire les méthodes de conquête ou de reconquête. Oui, alors les méthodes de conquête, je vous disais tout à l'heure que lorsque l'on est porté par le courant, c'est facile, les choses vont facile. Vous vous présentez, vous êtes élu sans difficulté. Lorsque vous n'appartenez pas par définition à la couleur majoritaire dans le département, eh bien vous êtes à contre-courant et il faut que vous ramiez beaucoup plus difficilement que les autres. Cela veut dire qu'au niveau des campagnes électorales, eh bien il faut souffrir, il faut en baver comme on dit. Et effectivement, nous avons réussi à conquérir ce canton de l'Ouest de haute lutte et au travers d'un effort que peu de mes collègues du Conseil général ont consenti. Et je suis actuellement dans le canton le plus important en population. Il y a un peu plus de 9000 habitants dans ce canton, c'est-à-dire que s'il y avait un prochain découpage cantonal dans le département pour faire de gros cantons, mon canton serait coupé en deux. Actuellement, vous savez la disparité qu'il y a dans les cantons. Liroulet est élu dans Ousempé, Belloc-la-Tapie ou Liroulet sont élus dans des petits cantons avec quelques centaines d'électeurs. Ici, il y a 6 ou 7 000 électeurs. Hein. Bien, ce qui veut dire que nous avons dû faire, au niveau de la méthode, un travail colossal et un porte-à-porte intégral. Personnellement, j'ai fait le porte-à-porte systématique de
dans toutes les communes du canton, dans les 8 communes qui sont de grosses communes, à Despois-Ferré sont des communes très importantes, très étendues, et dans toutes les autres communes. Et à Lourdes, j'ai fait le porte-à-porte systématique dans tous les quartiers dits populaires, entre guillemets, la cité Landaret, etc. Partout où il y a des cités, eh bien, j'ai fait personnellement, parce que les élections cantonales sont très particulières aussi. C'est un combat très personnalisé, et les électrices et les électeurs veulent avoir un contact avec le candidat. Et là, on ne peut pas envoyer, on ne peut pas déléguer, on ne peut pas envoyer quelqu'un vous représenter, il faut y aller vous-même. Alors ça a été au prix d'un effort extrêmement intense, puisqu'on parle de méthode, que nous sommes parvenus à conquérir de haute lutte ce canton. Je pense que néanmoins, une fois que l'on est élu, et pour peu que l'on travaille convenablement, on peut, dans ce département des Hautes-Pyrénées, demeurer conseiller général à vie, je le crois. Hein. Alors, lorsque l'élection est passée, au niveau de la méthode quotidienne, vous parliez vous faisiez certaines comparaisons. Je pense que ce ne sont pas des méthodes proprement lourdaises ni pyrénéennes. Bon, il y a un marketing désormais dans chaque formation politique. Il y a des conseils en marketing politique. Je n'avais pas besoin de conseils puisque je me suis formé sur le tas ici. Il suffit d'avoir un peu de bon sens. On se rend compte immédiatement de ce qu'il faut faire. Eh bien, il faut vivre en osmose avec la collectivité qui vous a élu, il faut vivre avec les joies et les peines des populations et de vos administrés, et c'est ce qu'un élu qui suit et qui tient à le rester fait, mais pas simplement pour des motivations d'ordre électoral, mais parce que on vit en phase complète, on vit avec son canton, parce qu'on aime d'abord, on aime, si on aime la politique, si on aime la chose publique, on aime aussi finalement, on aime la ville dont on est élu, le canton ou dont on est élu, et pour lequel on travaille constamment. Ça fait plaisir, je suis content de me promener dans ce canton, de voir au bout de, j'attaque mon second mandat, de voir un certain nombre de réalisations concrètes sur le terrain, de voir une route qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas, de voir des fermes désenclavées qui ne l'étaient pas. Alors oui, c'est un peu une histoire d'amour entre un élu et un canton. Un conseiller général d'un canton vive une histoire d'amour. C'est satisfaisant parce que là, nous sommes dans le domaine des choses concrètes. Alors ça va beaucoup plus loin que des réalisations sur le terrain. Vous finissez par vivre avec les familles, les gens. Lorsqu'il y a des enterrements, et bien vous partagez la peine des gens. Vous êtes aux enterrements des gens que vous connaissez, qui vous ont élus. On finit par connaître tout le monde. Vous participez aux joies, on vous invite au mariage, on vous invite au pelle-port, on vous invite à beaucoup de choses. Lorsqu'il y a des médailles à remettre, on les remet. Voilà comment vont les choses. Lorsque l'élu se prête au jeu, bien sûr, mais c'est très facile à Bigorre finalement, où les gens sont hospitaliers, accueillants. Et je dirais que lorsque l'élection est passée, lorsque le clivage de l'élection est passé, vous êtes dès le lendemain de l'élection l'élu de tous, sans exception, que les gens aient voté pour vous ou qu'ils n'aient pas voté pour vous. Donc je pense pas là qu'il y ait une méthode purement locale. Je pense que c'est une méthode universelle pour les gens qui veulent suivre sérieusement et assumer sérieusement leur mandat. Voilà pour la première question. Alors au niveau de la presse, oui, nous souffrons puisque notre problème politique essentiel, c'est le problème politique essentiel du mouvement gaulliste dans ce département, c'est comment arriver à faire passer son message. Comment arriver à faire passer notre message? Alors, c'est la question qui a toujours été au cœur de nos réflexions. Nous ne sommes pas maîtres ni propriétaires des grands journaux. La Dépêche appartient au Bailey, le Sud-Ouest appartient au Le Moine, et vous savez les regroupements qui sont intervenus, puisque la Dépêche a repris La Nouvelle, le Sud-Ouest a repris Éclair-Pyrénées, bref, il y a ces deux blocs. Ces deux blocs qui sont en situation de monopole chacun dans leur région, qui chacun ont deux orientations politiques différentes, qui expliquent aussi les résultats politiques différents des deux régions, puisque la coloration politique de l'Aquitaine est tout à fait différente de ce qu'est la coloration politique de Midi-Pyrénées. Alors ces deux trusts se livrent des combats de géants, et je dois bien dire que nous n'avons été à aucun moment consultés, ni en mesure d'intervenir, ni de faire peser de quelque façon que ce soit notre souhait d'avoir une autre presse que la Dépêche du Midi, le monopole de la Dépêche du Midi dans ce département, à aucun moment. Et même les tentatives, car c'est quand même un problème que nous évoquons au niveau de notre état-major national, même lorsque, ici et là, naguère, et
très précisément, lorsque Jacques Chaban-Delmas était Premier ministre, il tenta à l'époque de faire quelques cours à Madame Baillet, en se déplaçant notamment à Toulouse à l'occasion du centenaire du journal. Enfin, il y avait une manifestation. Je sais que Chaban-Delmas avait tenté, puisqu'on ne peut pas affronter ce géant, d'essayer à l'amadouer. Cela a été sans résultat et sans lendemain, au niveau de l'ouverture des colonnes, d'une ouverture un peu plus grande des colonnes. Donc, nous n'avons pas prise sur ce phénomène que nous subissons, et je souris lorsque j'entends Monsieur Mauroy, je l'écoutais quelques instants à midi, évoquer le problème, les projets gouvernementaux sur le monopole de la presse. J'espère qu'il aura le temps, ou que ses conseillers auront le temps de réfléchir également sur des situations telles que celles que nous connaissons ici, dans des régions où nous subissons un monopole total. Alors, nous n'avons pas de méthode, parce que nous n'avons pas d'argent, nous ne sommes pas riches, nous n'avons pas les moyens de lancer un journal. Il y a eu ici et là quelques tentatives, à quelque époque que ce soit. Je crois qu'actuellement, toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Alors, la seule chose que nous essayons d'organiser, de remettre en ordre, c'est avoir une feuille départementale mensuelle, La Voix de Bigorre, par exemple. La Voix de Bigorre, et fût-ce même au travers d'un mensuel, nous en satisferions pour essayer de véhiculer un peu nos idées. Bon, voilà. Alors les radios, je crois, vous êtes passionné pour la radio. Je vous ai connu naguère à Radio Bigorre, c'est là que j'ai fait votre connaissance d'ailleurs. Mais avec mes amis, nous avons, avec Jacques Longuet, dont on parlait tout à l'heure, avec un certain nombre d'amis, nous avons de suite saisi l'importance des radios locales. Parce que pour nous, nous y attachons une très grande importance, car effectivement, c'est un fait nouveau qui a joué lors des tout derniers récents scrutins locaux, départementaux et municipaux. C'est un fait nouveau qui est apparu. Pendant plusieurs années, les campagnes électorales avaient quelque chose de traditionnel, et puis l'éclosion de ces radios locales, je ne sais pas dans quelle mesure ces radios locales interviennent dans le résultat final d'une élection, mais il est certain que ça compte. Je sais, parce qu'on procède à quelques sondages, que les gens ont écouté les radios locales à l'occasion des débats qui avaient été organisés sur les diverses radios locales. C'est un fait nouveau auquel nous sommes très attachés, et personnellement, j'ai au courrier une lettre que je vais signer lundi ou mardi, une lettre adressée à Hubert Payot, président du Conseil général, à qui je pose que je saisis officiellement, lui demandant de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de notre prochaine session budgétaire du mois de décembre prochain et janvier 84, à l'occasion de la préparation du budget primitif de 84 du département, je lui demande d'inscrire à l'ordre du jour le problème du subventionnement des radios locales. Donc, cela se fait dans d'autres départements déjà, et je demande donc, personnellement, j'ai pris l'initiative de demander à Payou d'inscrire cette affaire à l'ordre du jour. C'est pour dire à quel point d'abord nous avons compris l'importance des radios, nous pensons que c'est un événement nouveau et important pourquoi ? Parce que précisément, justement, sur les radios, nous pouvons nous exprimer. Nous pouvons nous exprimer. Ce que nous demandons, finalement, nous ne demandons pas, à la limite, pour ce qui est des militants engagés, nous avons notre propre lecture. La lettre de la Nation, tous les matins, il y a un bon papier de Charpie, une lecture facile. Chaque militant engagé a matière à le satisfaire. En s'engageant, il a un certain nombre de documents qu'il reçoit, et c'est bien. Mais ce que nous demandons de la presse générale, finalement, nous ne voulons pas avoir un journal strictement gaulliste, où il n'y ait que des éditoriaux gaullistes de la première feuille à la dernière feuille. Là, nous avons matière à nous satisfaire, par ailleurs. Ce que nous voulons, c'est pouvoir nous exprimer. Je vous le disais, notre problème, c'est d'arriver à passer notre message. Même dans une presse qui nous est pas favorable. Avoir des colonnes, un minimum de surface où l'on peut nous lire. Nous sommes pour le pluralisme. Nous nous battons pour le pluralisme. Notre combat politique est le combat pour le pluralisme. Parce que nous pensons qu'il n'y a de démocratie et de république possible que dans le cadre d'un système pluraliste. Et dans tous les domaines, il faut qu'il y ait pluralité. Parce que l'uniformité, c'est le totalitarisme. Et notre combat, on retrouve toujours à tous les carrefours le combat politique. Nous nous battons pour ça, et finalement pour la liberté. Donc, ce que nous voulons, c'est nous exprimer. Nous n'y arrivons pas, ou nous y arrivons très peu ou très mal dans la presse telle qu'elle est. C'est pourquoi nous avons saisi immédiatement l'importance des radios locales, où, jusqu'à présent, nous sommes parvenus à nous exprimer. Lorsqu'il y a des débats, si on invite les représentants des socialistes et des communistes, on est bien obligé de penser à nous.
Bon, donc, même si les journalistes et les radios locales ne sont pas porteurs de nos idées, vivent la liberté, ils sont obligés, s'ils veulent maintenir un semblant d'équilibre, de penser à nous, de faire appel à nous. Et nous sommes parvenus jusqu'à présent à nous exprimer. Chaque fois que j'ai souhaité intervenir sur une radio locale, quelle qu'elle soit, les portes du studio m'ont toujours été partout ouvertes, sans difficulté et sans censure. Parce qu'une fois que le message est passé sur l'antenne, il est passé, terminé. Il n'y a pas de ciseaux qui peuvent, comme les émissions la plupart du temps se passent en direct, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Alors c'est un événement extrêmement important qui va dans le sens de la liberté, donc nous sommes tout à fait favorables aux radios locales et nous nous battrons, comme nous le pourrons, pour faire en sorte que les radios locales puissent vivre, exister et se développer. Alors, puisque nous parlons des problèmes que vous avez à vous exprimer, que vous fassiez un peu un point sur la santé du RPR dans le département, parce que je pense que l'UDR, le gaullisme existait à l'époque du docteur Tigard, mais on a l'impression que depuis 68, depuis le déclic dont vous parliez tout à l'heure, et en partie grâce à votre opiniâtreté, à votre persévérance, on la sent encore ici aujourd'hui, et à votre patience, et surtout la patience et la croyance à la fois en l'avenir, et que l'avenir vous donnera raison. Alors on a l'impression que le RPR a quand même considérablement progressé depuis 68, justement, et c'est surtout bien structuré, bien organisé dans le département, même si il n'a pas encore beaucoup d'élus, puisque vous êtes le premier élu gaulliste au Conseil général. Oui, c'est vrai. Le Conseil général est une citadelle que notre mouvement a toujours eu du mal à percer, à investir. Et j'étais le premier à parvenir à pénétrer dans cette assemblée importante, ô combien importante, du fait de maintenant de la décentralisation. Je suis le témoin et l'acteur de l'intérieur des responsabilités nouvelles qui échoient aux assemblées départementales. Et c'est vrai que pendant longtemps, notre mouvement, au plan national, avait un peu négligé les élections locales, municipales, départementales. Eh bien, tout était simple lorsqu'il y avait l'homme charismatique qui était De Gaulle. Le mouvement était un peu une pyramide à l'envers, finalement. Tout procédait du haut. Il y avait une assemblée nationale parfois bleu horizon, etc., sous De Gaulle. Et puis finalement, plus on descendait les échelons, et quand on arrivait au niveau des collectivités locales, la situation n'était pas satisfaisante. Nous n'avions pas une implantation locale, ni communale, ni départementale, qui corresponde aux voies que nous faisions dans le pays. Parce que notre mouvement avait toujours négligé ce genre d'élection. Il aura fallu que nous connaissions les revers de mai 81 pour que nous reprenions complètement, nous fassions notre autocritique de certains errements passés, et que nous tirions les leçons de ce qu'il convenait de faire. Et nous attachons désormais toute l'importance qui convient aux scrutins locaux, parce que la véritable implantation, elle part de la commune, elle part d'un département, et nous avons observé comment avait procédé le Parti socialiste également, qui partant de 5% des voix, on se souvient des présidentielles, des 5% de voix obtenues par les candidats socialistes, eh bien, comment la remontée s'est faite. Ils ont gagné les municipales, ils ont gagné les cantonales, etc. Et bon, nous avons tiré un certain nombre de leçons. Et du fait même de la décentralisation, lors d'une réunion des secrétaires départementaux à laquelle j'ai participé à l'Assemblée nationale il y a un mois, la première réunion de rentrée, avec l'état-major national du mouvement, il a été bien dit, bien entendu, et nous avons commencé déjà à réfléchir et à travailler sur les prochaines échéances cantonales de mars 85, car Ponce l'a dit, Pasqua l'a dit, et tous nous avons acquiescé, il est désormais plus important d'avoir des conseillers généraux et des présidences de conseils généraux que d'avoir des députés ou des sénateurs. Certes, nous avons des députés et des sénateurs actuellement, mais que nous en ayons 85, ou que nous en ayons 100, ou que nous en ayons 80, c'est pareil. 20 députés ou 20 sénateurs de plus ou de moins, dans la situation actuelle, pour nous, ça ne change strictement rien. Ça n'a aucune importance. Alors qu'une présidence de conseil général de plus, ça c'est très important, parce que du fait de la loi sur la décentralisation, les présidents de conseils généraux sont vraiment les patrons, c'est des contre-pouvoirs réels qui existent, tout à fait concrets. Alors, j'en viens après ces considérations d'ordre général, à la situation départementale. C'est vrai que nous sommes patients, nous traçons un sillon depuis un certain nombre d'années, et je suis persuadé que nous serons payés en retour, parce qu'il faut savoir patienter dans le domaine de la chose publique et politique, et attendre, laisser le temps à la graine de germer, à la plante de pousser. Je pense que les semailles sont bonnes. Nous avons tâtonné beaucoup, et c'est vrai que je suis encore le seul conseiller général, c'est vrai. Mais ce qui compte, c'est de voir les résultats d'ensemble, les tirs groupés que nous faisons,
S'il y a 10 ans, nous étions capables seulement de présenter 3 ou 4 candidats sur l'ensemble des cantons renouvelables, il y a une évolution qui fait que désormais nous faisons déjà au niveau de la présentation de candidats pratiquement carton plein. Il ne se passe plus d'élections où nous ne soyons plus capables de mettre en piste quelque part un candidat, et un candidat issu, parce qu'il est absolument indispensable si on veut avoir une implantation satisfaisante. Les parachutages, c'est terminé. Il faut promouvoir, susciter dans un canton un homme du cru, un homme du village, un homme du terrain, qui est connu, qui connaît les choses du canton, pour que nous soyons crédibles, pour acquérir la véritable implantation politique. Alors là, il y a une évolution très importante pour nous. Et j'en suis le témoin depuis 1968 de cette évolution satisfaisante au niveau de la progression d'ensemble. Actuellement, et j'ai engagé déjà ma fédération lors du dernier comité départemental, j'ai invité les secrétaires de circonscription, les responsables cantonaux, à travailler d'ores et déjà immédiatement sur les prochains cantons renouvelables en mars 85. Et l'évolution est satisfaisante parce que, donc, d'une situation d'extrême faiblesse au niveau de la présentation des candidats, je me souviens d'élections cantonales, nous avions 2 ou 3 candidats, c'est tout, où nous sommes maintenant capables, nous sommes en position d'avoir des candidats déjà dans tous les cantons. Donc déjà au niveau de la présentation des candidats, c'est une évolution satisfaisante. Alors au niveau de la progression, au niveau des résultats, également, en mars, tout au moins lorsque Jacques Longuet s'est présenté dans le canton de Tarbes 3, eh bien, il a raté l'élection de 35 suffrages seulement. Vous voyez à quel point, même au niveau des résultats, nous avons des progressions satisfaisantes. Alors, je pense que cela va continuer. Cela va continuer également et surtout autour, car ce qui compte, c'est aussi un peu la situation politique à Tarbes. C'est quand même la situation politique à Tarbes qui conditionne la situation politique dans les départements. Tarbes et la banlieue, ça représente le tiers de la population du département, donc nous suivons d'une façon beaucoup plus précise l'évolution à Tarbes. Quand on tient Tarbes, ça a des conséquences sénatoriales, ça a des conséquences dans tous les domaines après, c'est la cascade, toutes les élections. Alors sur Tarbes, nous avons eu un passage à vide. Un passage à vide après les municipales de 77, quand la municipalité de Boiry-Tillard a été battue. Là, on a eu un sacré passage à vide parce qu'il a fallu que nous procédions au renouvellement complet de notre représentation locale. Ce dont nous parlions de Lourdes tout à l'heure, un peu de ces dynasties en 68, etc. À Tarbes, on a connu le même phénomène en 1977. En 1977, toute une génération de nos amis qui avaient été élus, qui étaient apparus en 45 à la Libération, Tillard, Caterino, tout ça, tous nos amis qui étaient à la mairie, c'était la génération de 45, de l'immédiat après-guerre, battus en 77, complètement dispersés, les gens prenant leur retraite, se retirant sous leur tente, et nous nous sommes retrouvés au plus bas à Tarbes, et les cantonales qui ont eu lieu à cette époque-là, nos candidats, nous étions quand même parvenus à présenter un candidat dans les 3 cantons renouvelables, Tarbes 1, Tarbes 2, Tarbes 5, avait fait entre 10 et 15% pour le 10% pour le moins bon résultat, et 15% le meilleur des résultats. Nos 3 candidats avaient fait donc des résultats dans cette fourchette de 10 à 15%, ils avaient été éliminés dès le premier tour, puisqu'il y avait eu primaire, par l'UDF. Alors là, on a eu vraiment un mauvais passage. On a tâtonné plusieurs années au niveau du choix des hommes, parce qu'il faut choisir les hommes. C'est facile lorsqu'il y a des élus de mettre tous les militants derrière. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'il faut reconstituer complètement une structure en partant de rien. Nous avons donc tâtonné et je crois que nous avons mangé notre pain noir. Désormais, je vois d'une façon un peu plus sereine les prochaines échéances à la capitale de la Bigorre, à Tarbes, au travers d'une génération qui est ma génération d'âge, au travers de garçons comme Bernard Lemouzy, comme Jean-François Ariès, qui sont déjà au conseil municipal, que les Bigourdans connaissent peu encore, parce qu'ils sont de tout nouveaux et de tout jeunes élus municipaux. Ce sont des garçons dont on reparlera. Ce sont des garçons dont j'espère, et dans tous les cas pour ce qui me concerne, ils ont tout à fait mon feu vert. Je pense qu'ils seront nos candidats aux prochaines élections cantonales sur Tarbes, puisque en mars 85 nous allons connaître les élections cantonales. Et je pense que, voyant la façon dont ces garçons travaillent, je pense qu'ils feront parler d'eux. Alors, donc, évolution satisfaisante d'ensemble dans le département. Sur Tarbes, nous avons à nouveau un matériel
un homme jeune qui commence à se rôder un peu à la vie publique, en place, qui existe, et qui, je pense, doit pour nous être porteur de satisfaction en mars 85. Je pense que mars 85 devra marquer, je pense qu'en mars 85, ma solitude au Conseil général devrait cesser. Je pense à mars 85 avoir la joie de compter à mes côtés un ou deux nouveaux conseillers généraux. Oui, parce que vous ne pensez pas, parce que vous n'êtes pas le seul au sein de ce qui fut, je ne sais pas si elle existe réellement toujours, l'entente républicaine, ne vous sentez-vous pas un peu isolé, car finalement, les élus modérés, les conseillers généraux modérés, ce sont en réalité, pour la plupart, des notables, non? Ne pensez-vous pas des notables qui ont un électorat, une clientèle, mais qui dans le fond n'ont pas de structure, hein? Vous parlez des... Je pense de l'entente républicaine. Bon, quelqu'un comme Bleuler à Lannemezan est aussi un notable, ou Fould à Pouillastruc. Au sein de ces conseillers généraux, si l'on fait abstraction de quelques personnalités qui ont des profils très particuliers, cela se réduit à deux CDS, à deux UDF CDS, qui sont Larieux et Bleuler, et au RPR que je suis. C'est vrai. Mais cela va changer. Cela va changer. Je prends aujourd'hui le pari que mars 85, pour ce qui me concerne et qui m'intéresse, à savoir le RPR, mars 85 devrait voir à l'arrivée au sein du Conseil général de nouveaux conseillers généraux RPR. Sur Tarbes? Sur Tarbes et hors de Tarbes. Ouvert une petite parenthèse là pour dire que vous étiez catholique par exemple, donc c'est un point important parce qu'il faudrait cerner un peu mieux les candidats, enfin pas les candidats, je veux dire les hommes politiques. Bon, donc pour vous c'est un choix et une adhésion que vous ne cachez pas, bien entendu. Hein. Non, là, là il y a une explication. Là il y a indiscutablement des pesanteurs au déterminisme du milieu familial, si vous voulez, parce qu'on m'a pas demandé mon avis quand on m'a baptisé, ni quand on m'a placé dès mon plus jeune âge à l'école Saint-Joseph. Là, il y a des raisons très précises qui font que lorsque l'on passe dans un certain moule, il en reste quelque chose. Alors, je ne suis pas une grenouille de bénitier, mais au niveau de ma conception de l'homme et du sens de notre vie, disons que j'ai quand même quelques points de fixation. Et dans ce débat entre progressisme, intégrisme, au sein de l'Église, vous êtes à l'aise? Aucun cas de conscience. Non, oui, tout à fait à l'aise, oui, tout à fait à l'aise. Oui, mais tout à fait à l'aise, ça veut dire que, je veux dire, vous ne vous sentez pas concerné? Non, je me sens absolument pas concerné. Pour moi, c'est un débat identique à celui sur le sexe des anges. Le combat des intégristes ou contre les intégristes me laisse complètement froid. Et pour moi, il ne rime à rien. Et la doctrine de Jean-Paul II, par exemple, vous convient sans problème majeur? Ben, Jean-Paul II joue le rôle qui est le sien, qui est un rôle difficile dans le monde difficile qui est le nôtre. Je suis satisfait de ce pape. Bon, donc au départ, nous avions parlé des loisirs, j'ai parlé de cela, mais nous sommes également dans votre bibliothèque, dans votre living. Il y a des livres. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimiez lire, et en particulier donc lire des ouvrages historiques sur le gaullisme. Mais en dehors de ça, de la lecture, vous lisez des romans, vous... Non, les romans, non. Mais lorsque j'étais jeune, oui, je lisais. Lorsque j'étais plus jeune, avant 20 ans, je lisais beaucoup de romans. Je pense avoir tous les livres de Zola. Je pense, j'aimais Zola. Il y a un certain nombre d'auteurs que j'ai lus avant mes 20 ans. Mais depuis, c'est surtout l'histoire qui me passionne. Alors, j'adore l'histoire. Vous êtes historien, c'est un beau métier que vous faites. Moi, je suis passionné par l'histoire. Je suis passionné par l'histoire contemporaine, et je suis passionné par la Seconde Guerre mondiale. D'abord, j'ai tous les ouvrages de De Gaulle, et je dirais qu'il ne se passe pas une semaine sans que je n'ouvre un livre ou des mémoires de De Gaulle, puisque j'ai tous les bouquins de De Gaulle, ou sur des bouquins concernant la Seconde Guerre mondiale. Je suis passionné par cette période de notre histoire. À l'instant, je viens de jeter un coup d'œil très indiscret sur votre bibliothèque, et j'ai vu que vous aviez l'ouvrage d'Alain Moreau là sur Histoire d'eau de Lourdes. Là. Qu'est-ce que vous en pensez de cet ouvrage?
Écoutez, je vous dirais franchement que je n'ai pas eu le temps de le lire complètement. J'ai lu certains passages que je n'ai plus tout à fait présents en mémoire, mais je me souviens que ce journaliste était venu à Lourdes faire une enquête. Il est passé à la mairie, puis il est venu me voir, évidemment. Mais il est sur ma bibliothèque parce que le journaliste me l'a envoyé. Il me l'a envoyé, mais j'avoue ne pas avoir pu le lire d'une façon satisfaisante. La partie concernant, j'ai lu certains paragraphes sur Lourdes, bien sûr. Bon, il n'apporte rien de nouveau. Il fait une description un peu satirique de Lourdes, mais c'est pas le premier à dénoncer les marchands du temple à Lourdes. Hein. Je crois qu'il n'apporte rien de nouveau que nous sachions. Bon. Et alors, au niveau des loisirs, vous faites du sport Au niveau des loisirs, je vais vous montrer la couverture d'un livre, c'est amusant, le livre de Longuet, qui s'appelle Le Passeport Bleu Bigorre, que vous connaissez, qui a été fait par Longuet à une époque où je connaissais pas Longuet. Et c'est très amusant parce qu'il avait mis une photo d'un match pris au hasard d'un stade aux Lourdes. Oui. Et vous voyez, le talonneur numéro 2, c'était votre serviteur ici. Bon, oui. J'avais encore quelques cheveux de plus que maintenant, mais vous reconnaissez Crost, enfin, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire simplement que j'ai été aussi passionné par le rugby, et j'ai passé 12 années de ma vie sur la pelouse qui est un peu plus loin d'ici, depuis les équipes de cadets jusqu'à l'équipe Fagnon, y compris. Donc, pendant 12 ans, je n'ai rien connu d'autre que le rugby, entre les entraînements et tous les dimanches, bref. Et puis lorsque le temps est venu pour moi de ranger les crampons, comme on dit, j'en suis revenu à d'autres amours qui étaient mes premiers amours, qui étaient de faire la montagne. Alors je fais lorsque je le puis. Et cet été, j'ai eu la chance de pouvoir partir quelques week-ends de suite. Je refais tous les sommets, hein, Balaitus, Onivouviel, en passant par toute la chaîne. Et puis de temps en temps, je vais faire quelques promenades en Espagne, descendre quelques canyons aussi, vers la Sierra de Guara, vous savez, tous ces canyons dont on parle beaucoup, le Rio Vero, tout ça. Alors j'étais voir un peu ce qui se passait de l'autre côté de notre chaîne, là, dans cette terre aragonaise très, très attachante, et j'ai découvert là aussi une région passionnante où je reviens systématiquement. Je ne prends pas de congés, je n'ai pas le temps de prendre des congés, mais je fais en sorte de m'accorder plusieurs fois dans l'été 2 jours, plusieurs week-ends d'affilée. Voilà la façon dont je passe quels sont mes loisirs. Le cinéma un petit peu, non? Pas tellement. Oui, je suis aussi cinéphile, oui, j'aime bien le cinéma. Lorsque je le puis, le dimanche soir, je regarde souvent le film à la télévision, et lorsqu'il y a un film vraiment très intéressant qui sort, il m'arrive 2 ou 3 fois dans l'année d'aller dans une salle de cinéma voir le ou les films qui comptent dans une année. Oui. J'aime bien le cinéma. Et votre vie politique vous prend beaucoup de temps. Alors, comment arrivez-vous à concilier vie familiale, vie politique, vie professionnelle? Oui, ben, effectivement. D'abord, je n'ai pas je prends pas de vacances, j'ai pas de congé. Ça fait déjà 4 semaines de gagner pour le travail. Bon, mais la vie ensuite, il suffit d'un minimum d'organisation. Mais c'est vrai que j'ai une petite fille qui a 16 mois, mais elle grandit un peu, savoir son papa, c'est vrai. Ça arrive aussi que la vie familiale, mais vous devez certainement vous aussi en connaître quelque chose, puisque vous faites de la radio. La vie familiale en subit quelques conséquences, bien sûr. Mais enfin, l'essentiel, c'est d'être là au moment important, lorsqu'il le faut. Alors merci Monsieur Marthe, et à bientôt, au moins en mars 1985. Quand nous réécouterons la cassette. C'est ça. Mais nous nous reverrons avant. J'espère.